Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique mensuelle en partenariat avec le Cercle des libéraux et la chronique Agora. J'ai prévu de vous parler ce mois-ci du Brexit. Nous sommes quasiment à un mois après ce vote, donc les envolées lyriques de la campagne électorale sont un peu retombées et puis les premiers chiffres tombent. Alors déjà deux choses. Premièrement, les envolées lyriques de la campagne électorale. J'aimerais vous citer Donald Tusk, pour qui le vote d'un Brexit aurait signifié, pourrait signer la fin de la civilisation occidentale. Bravo, pas moins. Hein. Donald Tusk, il est président du Conseil européen et alors là je paye un abonnement gratuit d'essai un mois, celui qui peut me dire sans avoir cherché sur Google ce qui est précisément le président du Conseil européen, combien de personnes y siègent, comment il est élu et pour quelle durée et quels sont ses pouvoirs. Voilà, ça c'était le petit test. Dans cette campagne du Brexit, Goldman Sachs, la grande banque d'investissement américaine, avait investi 500 000 livres pour une campagne en faveur de Remain, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne devait rester dans l'Union européenne. Maintenant, la poussière est retombée et déjà nous avons une retombée extrêmement positive. Eh bien, c'est Barroso a retrouvé du boulot. Alors Barroso, je vous le rappelle, c'était l'ancien président du Conseil européen de 2010 à 2014. Vous avez déjà une réponse à une question précédente, hein, si vous avez bien suivi. Alors il croupissait un peu en tant que professeur d'université à Genève et dans une ou deux autres universités. Il est désormais conseiller pour le Brexit de la banque d'affaires Goldman Sachs. Alors là, même le monde a toussé, a parlé de l'affaire Barroso et a jugé qu'il y avait un conflit d'intérêts. Là, tout bon libéral lève un sourcil parce que Barroso déjà a indiqué que son nouveau rôle serait de minimiser les nuisances du Brexit. Là aussi, je cite l'individu. Donc les Britanniques nuisibles qui ont mal voté ont certainement dû apprécier. Alors, il doit conseiller Goldman Sachs durant la délicate renégociation des traités commerciaux qui lient donc la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Là encore, un bon libéral se gratte un peu la tête pensif parce que à quoi servent les traités commerciaux? Théoriquement, dans le libéralisme, le fondement, un des socles du libéralisme, c'est le libre-échange. Et c'est le libre-échange entre des individus, des entreprises, et l'État n'a rien à voir là-dedans. Donc on ne voit pas à quoi servent les traités commerciaux, si ce n'est à ériger des barrières protectionnistes. Bien. Quittons maintenant cette bonne nouvelle, cet effet positif pour Barroso qui a retrouvé du boulot. Maintenant que constate-t-on? On constate que la bourse britannique a retrouvé son niveau d'avant le Brexit. Elle est même 20% au-dessus du niveau du creux de février 2016, du début de l'année. On sait qu'ARM, un fabricant de microprocesseurs, donc a été racheté par une banque d'affaires japonaise, une banque d'investissement japonaise, qui a profité de la chute de la livre britannique, qui a perdu 15% face au dollar et 17% face à l'euro. Voilà pour les retombées. Le tunnel sous la Manche reste ouvert, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà pour tout ce qui se voit, comme aurait dit Bastia. Ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres stupides qui sont parus à propos de ce que pourrait coûter le Brexit. La vérité, c'est que personne ne sait le chiffrer. Alors, je vous cite deux chiffres. L'un, c'est le FMI. Donc, la croissance britannique devrait être réduite de 0,9% et passer à 2,2%. Ça, c'est ce que prévoit le FMI. L'Union européenne, elle prévoit que la croissance britannique serait de 1,1%. Bon, on peut aussi constater que des pays vivent de façon tout à fait prospère, la Norvège et la Suisse, en dehors de l'Union européenne. Donc ce n'est pas le drame qu'on nous dit. En vérité,
pour les libéraux, le Brexit, ce serait même une chance. Alors, c'est une chance de mettre sous les feux du projecteur de l'actualité tout ce que l'Europe n'est pas et tout ce qu'elle est vraiment, hélas. Alors, ce n'est pas une zone de libre-échange et de concurrence loyale. L'Europe n'est pas ça. Dans un documentaire très intéressant en faveur du vote out, donc du Brexit, on mettait en évidence, les Britanniques qui ont fait ce documentaire ont mis en évidence que l'Europe est une forteresse de normes et de standards qui sapent en fait toute concurrence et toute créativité. Alors, dans ce documentaire qui est typique de l'humour britannique, on suit un Européen, la vie normée d'un Européen de son lever à son coucher. Je vous cite le début. Pour l'oreiller, parce qu'il va se réveiller, ce brave homme, il dort sur un oreiller, il existe 5 normes, standards et directives. Pour le contenu de l'oreiller, c'est 109. Pour les radios réveil et réveil, c'est 145. Pour les tables de chevet, c'est 225. On ne sait pas pourquoi la table de chevet était plus intéressante que le réveil. Pour les draps, c'est 10. Pour le matelas, c'est 39. Pour les salles de bain, hors contenu, c'est 65. Pour la douche, c'est 91. Pour le shampoing, c'est 118. Pour les serviettes, c'est 454. Pour le radiateur, c'est 36. Pour les brosses à dents, c'est 31. Pour les miroirs, c'est 170. Pour le grille-pain, c'est 52. Il va prendre son petit déjeuner. Notre Européen normé. Pour le réfrigérateur, c'est 84. Pour le lait, c'est 12 653. Pour le café, c'est 625. Pour la maison en général qu'il va quitter pour aller travailler, c'est 219. Il va fouler une chaussée régie par 92 réglementations énormes. Pour rentrer dans une voiture qui est soumise à 1872 directives, normes et réglementations, mais le moteur de la voiture, c'est 1425. J'arrête là, ça continue. Alors, tout ceci fait réfléchir et met en lumière le scandale Volkswagen, donc qui trichait sur ses émissions et qui a dit, ça a quand même été noté par la presse, que en fait les directives européennes étaient incompréhensibles. Nous avons eu récemment le cas du cartel des fabricants de camions et nous avons eu le pompon, l'interdiction de l'herbicide le plus vendu au monde qui s'appelle le Roundup, non commercial, américain, ou le glyphosate. Alors, le dossier était le suivant. Le 30 juin, la Commission européenne devait interdire le Roundup. Il semblerait qu'il y ait des cimetières cachés de victimes du Roundup, qui est, il faut le rappeler, l'herbicide le plus couramment utilisé partout dans le monde depuis des décennies. Mais l'Europe avait décidé de l'interdire. Alors, la personne en charge de ce dossier, dont j'ai oublié le nom, au lendemain du Brexit, a dit que c'était vraiment un dossier compliqué et que finalement, il allait laisser la liberté à chaque pays d'interdire ou non le Roundup au vu des dangers qu'il constituait. Alors, de deux choses l'une, ou le Roundup est réellement très dangereux, que fait la Commission européenne et à quoi sert l'Union européenne, ou alors il n'est pas dangereux et pourquoi devait-il être interdit et pourquoi cette interdiction subitement élevée après le Brexit. Oui, donc secouer le carcan de la norme européenne et revenir à l'idée fondatrice de l'Europe, c'est-à-dire un espace paisible, de libre-échange, concurrentiel et loyal, ça c'est vraiment une bonne idée. Et si le Brexit pouvait nous apporter ça, eh bien écoutez, on en profiterait tous, car réfléchissez bien, toutes ces normes, elles ont un prix. C'est ça qui a renchéri tout ce qui se vend en Europe. À partir du moment où vous érigez des barrières à la concurrence, qu'elles soient de l'extérieur ou de l'intérieur, que ces barrières sont créées par des lobbies qui arrangent les normes pour pouvoir en profiter et écarter toute innovation et tout jeune concurrent, eh bien tant mieux, tout le monde en profitera et vive le Brexit.